Monde numérique. Il y a des intelligences artificielles qui vont croiser en fait chacun de mes gènes avec des études cliniques dès qu'elles vont sortir. Et donc moi, je suis mis à jour en quasi temps réel dès qu'il y a une trouvaille, en effet, sur mon profil, notamment génétique, et encore une fois, des protocoles, des aliments, des types d'exercices qui sont mieux pour moi. Bonjour Arnaud Auger, Bonjour Jérôme. directeur adjoint du C-Lab de KT Innovation. KT Innovation, c'est l'un des plus grands fonds d'investissement français basé aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Tu es basé à San Francisco et tu accompagnes notamment les grands groupes français dans leur relation avec les big tech américaines. Je suis ravi de te recevoir dans Monde Numérique parce que, Arnaud, tu es intéressant à de nombreux égards. D'abord, ton regard sur la Silicon Valley, sur ce qui se passe en ce moment, notamment en matière d'intelligence artificielle. Tu es aux premières loges pour vraiment nous faire comprendre un peu dans quel sens tout cela évolue. Et puis, tu as une particularité assez étonnante. Tu te présentes comme un biohacker. On va commencer par ça. Qu'est-ce que ça veut dire, biohacker, exactement? Biohacker, donc bio, c'est la vie, et hacker, donc en effet, c'est un peu le côté pirate, mais c'est vraiment l'idée de comprendre en fait les besoins de son corps et d'y répondre, donc de hacker en fait plutôt notre ignorance. Donc le biohacking, pour moi, c'est plutôt un état d'esprit de curiosité sur les dernières avancées technologiques, les dernières trouvailles en effet scientifiques, pour avoir des protocoles et des appareils en effet pour améliorer sa santé, sa productivité, son bien-être, sa longévité, ses performances athlétiques. En gros, utiliser la technologie pour comprendre nos besoins de nos corps, pour mieux y répondre et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ouais, c'est ce qu'on appelle aussi le quantified self, c'est-à-dire que tu es un fan de tous les objets connectés qu'on peut porter sur soi pour mesurer les différents paramètres. Exactement, et en fait, du coup, mon histoire, c'est qu'il y a 5 ans, j'étais obèse, donc j'avais 25 kilos de plus, pourtant j'essayais de je faisais du sport et j'essayais de manger sainement, mais j'avais assez peu de résultats, j'en ai eu marre, et donc j'ai décidé d'appliquer un principe de la Silicon Valley, justement, que on ne peut changer que ce qu'on peut mesurer. Donc ouais, c'est vraiment le quantify self. Et donc au-delà des objets connectés, j'ai fait des tests ADN, j'ai fait des tests de gut health, donc tout ce qui est fleurs microbiennes, pour analyser mon microbiote intestinal, des tests sanguins sur près de 100 biomarqueurs, des tests pour mesurer combien de calories mon corps dépense au repos, et ensuite du coup coupler ça avec des appareils, en effet. Donc au-delà de l'Apple Watch, une Garmin, j'ai une bague Oura qui m'a permis de vraiment mesurer mon sommeil, Mmh. un bracelet Whoop, un CGM pour voir en effet les taux de glucose de mon corps en fonction de ce que je mange et de mes activités. Donc c'est un patch, hein, qui mesure en permanence la glycémie. Exactement, voilà. Et puis après, même des objets connectés qui, eux, vont agir sur ma santé, pas simplement la mesurer. Donc, par exemple, j'ai un lit connecté, un lit intelligent, en fait, qui est barré de capteurs aussi, pour mesurer ma qualité de sommeil, et voir à quel niveau de sommeil je suis, et avec du coup des circuits de refroidissement et de réchauffement, pour optimiser la température de mon matelas. Parce qu'en fait, le phénomène d'endormissement, c'est aussi un phénomène de réduction de la température corporelle, et après, en effet, c'est un ajustement. Et donc voilà, c'est un lit qui est intelligent pour optimiser mon sommeil le plus, parce qu'en effet, pour moi, le sommeil, c'est la fondation de la santé. C'est le premier domino de l'effet domino pour notre bonne santé. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en as retiré? Ça a marché? Tu as réussi à maigrir? Et exactement, voilà, du coup, 5 ans plus tard, non seulement je suis plus obèse, je suis plus prédiabétique, je ne suis plus avec un taux de cholestérol élevé, mais je vais peut-être mettre dans le 1 de la population les plus saines au monde, puisque ma VO2 max, par exemple, qui est un facteur pour mesurer le taux d'oxygène qu'on peut utiliser pendant l'effort, est passé de 37 à 60. Donc je suis passé dans le dernier tiers de la population en termes de cardio, au top 2%. Et en fait, notamment le docteur Peter Attia, dans son livre Outlive, il a expliqué que de passer du dernier quart au top 2,5%, on réduit nos risques de mortalité par 4. Mmh. Et puis voilà, du coup, je fais des marathons, j'ai fait près de 7 marathons. J'ai fait le marathon de San Francisco, de New York, de Paris. Je fais des courses Spartan, donc des courses d'obstacles. Donc,
utiliser de la force aussi, pas que du cardio. Donc voilà, du coup, c'est vrai que me suis transformé complètement et puis aussi, j'étais dépressif et là, je suis pleinement heureux et en effet, j'ai plein d'énergie. Donc, la technologie m'a vraiment permis de mieux me comprendre moi. J'étais aussi accompagné par des cabinets de médecine préventive et personnalisée, donc ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Ça, c'est une vraie tendance aussi. C'est que pour moi, le futur de la santé, c'est à la fois prévention et précision. Et donc, du coup, moi, je suis en plein un early adopter, donc un adopteur des toutes premières solutions qui existent et j'en vois les bénéfices pour moi, donc j'en suis très heureux. Mmh. Alors, mesurer, c'est une chose, mais j'imagine que ça t'a demandé des efforts aussi quand même, au quotidien. Il suffit pas de se mettre des patchs ou des capteurs, il faut aussi changer son alimentation, changer son mode de vie et cetera. Exactement, tu as tout compris. C'est vrai que, le plus dur, en fait, c'est de créer les habitudes et donc pour créer les habitudes, il faut déjà d'abord, obtenir la connaissance. Donc moi, j'ai étudié en effet en nutrition avec des cours en ligne, à Stanford et cetera. Hem, pour ensuite comprendre, la science derrière, ce qu'il fallait, pour moi. Ensuite, trouver, les objets, les protocoles à adopter, puis les mettre en place. Donc en effet, c'était énormément d'efforts. Donc c'est là où je pense, voilà, c'est l'obstacle. Mais je pense que c'est là où il y a l'opportunité pour l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle a cette, possibilité de se mettre au niveau de chacun. Donc à votre niveau, entre guillemets, «d'ignorance» et d'envie d'effort, pour vous faire progresser petit à petit. Donc ouais, c'est que moi j'ai mis tout un écosystème autour de moi, même avec des fintech, hein, enfin, typiquement mon Apple Watch, je l'ai pas payé, c'est mon assurance vie qui la paie à condition que je fasse du sport. Donc c'est une petite incentive, donc petite incitation en effet, même économique. Il y a pas mal de solutions comme ça, voilà, aussi sur la science comportementale que j'ai utilisée. Donc là, c'est tout un ensemble de choses, donc pas que des capteurs santé. C'est tout un mode de vie, tu as raison et du coup, ça demande des connaissances. J'ai utilisé en effet Noom aussi, qui est ce qu'on appelle, digital therapeutics, donc une application qui est aussi efficace qu'un médicament, qui est aussi sur ce micro learning là, sur, le fait d'avoir une petite apprentissage au quotidien et en effet, tu as raison, c'est, l'obésité, c'est multifactoriel. C'est pas Mmh. uniquement, une question de déficit calorique. Il y a aussi du socio-culturel et typiquement, moi, j'ai grandi comme beaucoup d'entre vous peut-être, ma mère me disait: «Bah, faut finir ton assiette», et cetera. Donc moi, je finissais Ah toujours ouais, ça mon c'est assiette. terrible, c'est l'injonction qui a dû, créer je ne sais combien de personnes en surpoids, ça. Exactement et puis après, puis aussi, voilà, c'est il y a même de la nutrition personnalisée. Typiquement, moi, j'ai fait les tests ADN et de fleurs, microbiennes et qui ont révélé du coup que, mes ingrédients en superfood et ceux qu'il fallait que j'évite, et ceux qui étaient bons, ceux qui étaient moins bons et ceux que fallait que j'évite, typiquement, il y a les brocolis dedans. Donc, voilà, Ah ouais? typiquement, ça, c'est considéré comme sain pour la population générale, mais pour moi spécifiquement, ça crée sûrement des inflammations et cetera et donc en fait, il faut que je les évite et donc ça, j'ai dans mon alimentation, à partir de ces informations personnalisées, j'ai pu, éviter les mauvais ingrédients pour moi, prendre les bons ingrédients pour moi. Alors typiquement les anchois, moi j'adore les anchois, et ça fait partie de mes superfoods donc j'en mange plein. Et en fait, voilà, en adoptant aussi, un mode de vie beaucoup plus personnalisé grâce à cette compréhension-là, ça a permis de faire tous ces progrès donc typiquement sur l'âge biologique, ça c'est aussi un truc assez marrant. C'est quand j'avais 29 ans, justement, vu que j'étais en mauvaise santé, en obésité et surpoids et cetera. Quand mon âge chronologique était de 29 ans, mon âge biologique était de 36 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et mon âge biologique est de 29 ans donc j'ai Bravo. rajeuni. Bravo. Arnaud, c'est vrai que quand on t'écoute, bon, c'est assez vu de France surtout, c'est assez fascinant. On sait que en Californie, dans la Silicon Valley, tu es pas le seul à faire ça. C'est très tendance à la fois, d'essayer de vivre sainement, de surveiller son corps, de prendre soin de son corps, de bien manger, de faire du sport. Je recevais récemment, dans Monde Numérique, l'écrivain, de science-fiction Alain Damasio et dans son dernier livre Vallée du Silicium, il te consacre un chapitre parce que vous vous êtes rencontrés à San Francisco. Et alors, il te décrit de manière très neutre, bienveillante, mais on sent qu'il te prend pour un martien. Est-ce que toi, tu le prends pas finalement comme un martien de réagir comme ça, hein? Non, en fait, j'ai l'habitude, en fait, la plupart des Français, réagissent comme ça. Donc toi, Jérôme, tu es en plein dans le monde numérique, donc que tu connais ça et puis tu es sûrement un utilisateur aussi de plusieurs solutions qui sont Ouais, c'est vrai que j'ai plein de capteurs aussi, ouais. et donc c'est vrai que voilà, mais finalement, tu vois, comme par rapport à ton commentaire, de la même manière que, à San Francisco,
c'est un peu différent du reste des États-Unis. Voilà, tu es un peu différent peut-être du reste des Français par rapport à la technologie. Tu es aussi en avant-garde. Et donc, en fait, ouais, j'ai plutôt l'habitude de ces types de réactions. Mais au contraire, par contre, c'est vrai que Alain, c'est pas n'importe qui non plus, tu vois. C'est un auteur de science-fiction. Il avait créé un studio de gaming. Donc, c'est quelqu'un qui connaît quand même bien la tech. Et donc, en fait, son étonnement, malgré tout, lui, m'a surpris. Il m'a fait prendre conscience qu'en effet, peut-être que moi, je considérais être, entre guillemets, des choses pas si dingues que ça. Ouais, Moi, normal. je suis entouré de biohackers, en effet, à San Francisco. Ben, ça pouvait peut-être surprendre. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui, après son livre, m'ont contacté justement pour savoir comment j'avais fait justement pour perdre tout ce poids, etc. Donc voilà, je vais écrire mon propre livre et puis je vais lancer un show qui va s'appeler Don't Die sur le podcast de Silicon Carnet, donc que tu connais bien. Ouais, Mais, de mais voilà, c'est vrai Carlos que Diaz, ouais, exactement, qu'on salue. c'est c'est un retour dont j'ai l'habitude, mais par contre, ce que j'ai vraiment apprécié avec Alain, c'est que quand bien même, évidemment, en tant que technocritique, il est pas adepte évidemment de mon mode de vie, il en est pas forcément d'accord. Il est venu à San Francisco avec Bah non, humilité. lui, il a même pas de portable, alors. Exactement, voilà. Il est venu avec humilité et bienveillance, et donc je trouve qu'en effet, voilà, il a fait cet effort-là, et ça, c'est pas forcément tout le monde qui le fait. Donc voilà, j'en lui suis extrêmement reconnaissant. Mmh. Mais quand même, il pose des bonnes questions aussi. Il demande si, finalement, ton mode de vie, c'est pas quelque chose qui, pour des gens qui ont des penchants un peu, hypocondriaques, bah, ça peut les rendre complètement fous. Et puis, d'un point de vue un peu plus philosophique, pour lui, c'est une espèce de détachement du corps et d'instrumentalisation du corps. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors je comprends son point. Après, je pense que justement, ce qui l'a surpris dans ma rencontre, c'est qu'il pensait qu'en effet, les quantified self, comme tu disais, c'était des abrutis de la donnée. Et bon, pour le coup, je connais des personnes comme ça. Ils se lèvent, la première chose qu'ils regardent, c'est leur score de sommeil, et puis ils décident ce qu'ils vont en faire en fonction de ce que leurs capteurs leur ont dit par rapport à leur santé. Moi, je mesure tout le temps, mais je ne regarde pas tout le temps. Ouais, tu Donc es en pas fait, esclave du truc pour autant. ouais, voilà, c'est que du coup, moi, je pense peut-être que c'est ça qui l'a surpris, c'est que j'ai peut-être une juste distance par rapport à la donnée. C'est que je la mesure tout le temps et je ne vais la regarder que quand j'en ai besoin, que quand justement j'ai un coup de mou et que je veux comprendre mieux le Mmh. pourquoi et trouver des solutions. Mais qu'une fois que j'ai mes habitudes saines, en effet, voilà, qu'elles sont en place, je vais pas être rivé les yeux sur les données. L'exemple que je donne souvent, c'est bah, quand vous conduisez, vous avez un compteur de vitesse, un niveau d'essence, d'huile, sur votre tableau de bord. Est-ce que ça vous stresse d'avoir ces données en permanence devant les yeux? Pas forcément, ça vous aide à mieux conduire. Bah, moi, je suis un peu comme ça, voilà, c'est que je les regarde, et pour savoir en effet quand est-ce qu'il faut que je fasse le plein d'énergie, mais pas forcément, pour être stressé. Mais c'est vrai qu'il a raison. Il y a des personnes, si elles sont hypocondriaques, ça peut être, une source de stress. Mais je pense que ce qui l'a surpris encore une fois, c'est qu'on peut avoir un rapport sain avec, ces objets technologiques. Ça demande peut-être en effet une éducation, mais je pense qu'il y a une belle opportunité, et je pense que Mmh. justement, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, elle peut, arriver à nous rencontrer juste à notre niveau, encore une fois d'intérêt, d'éducation et de volonté. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, l'intelligence artificielle, d'ores et déjà? Ou qu'est-ce que tu imagines comme, développement futur, toujours dans ce domaine-là? Ouais, mais en fait, l'intelligence artificielle, typiquement, pour moi, c'est vraiment, la la liaison entre mes tests, ADN, mes tests, sanguins. Donc test ADN, j'ai fait un test séquençage, complet, et je Ouais, ce qui est interdit en France, hein, interdit en France. mais que font certains Français, hein. Voilà, et pour moi, ça, pour le coup, c'est vraiment peut-être un des scandales sanitaires dont on ne parle pas en France. C'est que pour moi, le futur de la santé, ça passe aussi par la santé génomique, et que, bah, les Français n'ont pas droit à leur propre génome. C'est-à-dire Mmh. qu'on n'a pas les Français n'ont pas le droit au code source dans lequel ils sont, codés. Hem et moi, je dis pas que Ouais, ouais, c'est vrai. à On l'impo parle beaucoup d'open source, mais on n'a pas d'open source sur notre propre, génétique, en fait. exactement, voilà, et en fait, c'est l'État français, il considère, les citoyens français comme, Apple considère ses iPhones. Faut pas les ouvrir, quoi. On n'a pas le droit de et puis, faut pas changer l'OS, tout ça, quoi. Et pour moi, en fait, vu que j'ai fait ces tests-là, il y a des intelligences artificielles qui vont croiser, en fait, chacun de mes gènes avec, des études cliniques dès qu'elles vont sortir, et donc moi, je suis mis à jour, en quasi temps réel. Dès qu'il y a une trouvaille en effet sur,
mon profil, notamment génétique, et encore une fois des protocoles, des aliments, des types d'exercices qui sont, mieux pour moi. Et en effet, ce test-là, ça a permis aussi de, voir quelles maladies je suis susceptible de, générer dans les prochaines décennies, afin d'adopter des protocoles d'épigénétique pour les prévenir. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le futur de la santé, c'est voilà, c'est un peu comme à la chinoise, c'est vraiment, d'éviter de tomber malade en premier lieu. Ouais. Et donc voilà, c'est encore une fois pour ça que je dis que le futur de la santé, c'est prévention et précision, et les 2 vont en même temps. Et voilà, c'est un peu ma peur que j'ai pour la France, c'est que pour l'instant, la précision, on n'y a pas droit. Mais C'est un retard de plus, selon toi? C'est-à-dire que enfin, un retard de plus pour la France. On n'est pas encore dans cette logique de prévention, de santé préventive, bah, alors que c'est pourtant une petite musique qu'on entend régulièrement, mais dans la pratique, ça n'existe pas. Je crois que tu es abonné aux États-Unis à un système, un service de médecins où tu payes un abonnement mensuel pour qu'ils te surveillent alors que tu vas bien, c'est ça? exactement, voilà, c'est vraiment c'est le système de médecine préventive. Ça n'existe pas en France, à ma Heu, connaissance. voilà, moi non plus. Et en effet, mais ça, le risque, tu vois, Alain il se pose comme anthropologue, et j'ai écouté enfin, en tout cas, une approche anthropologique du rapport à la technologie. J'ai écouté, votre entretien. Mmh mh. Et moi, en effet, je trouve qu'il y a un risque, pour de scission de l'espèce humaine. On avait les Néandertals et les sapiens sapiens, et en fait, c'est Yuval Noah Harari qui avait alerté de ce risque-là dans Homo Deus. Et donc moi, je vois bien que, là, avec les progrès de la médecine de précision, la médecine génomique, et de prévention, et moi, voilà, en effet, il y a un scénario où je peux vivre peut-être jusqu'à 150 ans. Hem Et tous les biohackers qui embrasseraient en effet ces nouvelles, solutions-là pourraient peut-être en faire partie. Et du coup, le reste de la population, en France, qui serait plutôt, 75-85 ans Mmh. comme aujourd'hui, donc peut-être 2 fois moins. Donc on pourrait peut-être avoir une partie de l'humanité qui vit 2 fois plus longtemps que l'autre. Et c'est encore une fois, on parle, d'espérance de vie en bonne santé, hein. C'est pas juste histoire d'être grabataire pendant 50 ans. Hem, donc voilà, ça, je pense que c'est un des enjeux en effet de nos sociétés, de nos rapports aux technologies, et des enjeux par rapport à l'intelligence artificielle. Donc je comprends encore une fois les réserves, qu'on a en France, qui sont, parfois sur, la peur, de l'eugénisme, et que je pense qu'on peut, contrer assez, facilement, et parfois aussi, parce qu'il y a des coûts. Mais moi, typiquement, les coûts d'un séquençage complet du génome, c'était, il y a encore 10 ans, plusieurs centaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, pour 500 $, vous avez votre, séquençage complet du génome aux États-Unis, et vous le faites une seule fois dans votre vie. Et ça peut permettre en effet, encore une fois, d'identifier, des maladies qu'on est susceptible de générer. Et donc éviter en effet des coûts, exorbitants aussi pour, la sécurité sociale, en termes de traitement. Donc Mmh. après, que des personnes ne veuillent pas forcément savoir les maladies qui soient susceptibles de générer, Oui, ça je l'entends. voilà, un courrier t'annonçant que tu as tant de pourcentage de risque d'attraper d'être, Alzheimer ou d'avoir un cancer du sein, Voilà. effectivement, il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire l'autruche par rapport à ça. Voilà, c'est ça je le comprends. Mais pour les personnes qui ont envie de, se prendre en main et d'avoir ces chiffres-là pour, trouver des solutions et être actifs par rapport à la santé, je pense que ce serait bien qu'ils aient au moins le droit, quoi. Comment tu trouves les capteurs, que tu utilises aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont assez fiables? Est-ce que, malgré tout, ils sont à la hauteur de tes attentes? Et puis, est-ce qu'il y a des nouveaux capteurs que tu aimerais voir arriver? Alors moi, en effet, je suis pas naïf, je sais qu'aucun capteur n'est parfaitement fiable, et c'est pour ça que j'en porte plusieurs. C'est que typiquement, voilà, mon sommeil, je vais le mesurer avec ma Oura Ring, avec mon Apple Watch, avec, ma Garmin, avec le Whoop Band, avec mon lit intelligent. Et en fait, en multipliant, les capteurs sur différentes parties du corps avec différents algorithmes, du coup, je peux retrouver, plutôt un plus de vérité à l'intersection de ces différents, appareils et différentes méthodes. Hem Pour en effet, voilà, un peu plus baser, mon jugement sur peut-être, plus de vérité. Ouais, c'est comme dans les avions, faut faire de la redondance, quoi. Exactement, voilà, c'est du coup, c'est pour ça que je fais de la redondance, c'est pour ça que ça surprend. Mais moi, c'est voilà, dans cette logique un peu, Ouais, ouais. Ah non, scientifique. mais je te comprends. Moi, quand je cours, je me contentais au début du capteur de la watch, puis j'ai vu que pour la fréquence cardiaque, parfois, il me disait n'importe quoi, c'est comme si j'étais à 2 doigts de la crise cardiaque et finalement, maintenant, je me mets à un capteur, thoracique qui est beaucoup plus fiable, en fait. Oui, pareil, voilà, du coup, voilà, c'est que, après, voilà, je pense que, il y a de plus en plus, en effet, de précision aussi. Hem
Mais Mais il manque des choses. Il y a des choses qu'on n'a toujours pas, hein. La tension artérielle, la glycémie. Enfin, la glycémie, il y a des patchs, mais c'est pas sur les objets classiques type montre et lunettes, etc. ouais, alors, pour la glycémie, c'est un bon point. Moi, j'ai vu, il y a déjà des smartwatches chinoises qui prétendent en effet de mesurer la glycémie. Alors, c'est par la sueur. Moi, j'ai testé, c'est pas encore très efficace. C'est vrai que c'était potentiellement euh, grande métrique qui pourrait être ajoutée à l'Apple Watch. En gros, dans l'histoire des objets connectés que tu connais bien, on a d'abord mesuré les pas avec Fitbit, puis le rythme cardiaque, puis le HRV, donc la variation du rythme cardiaque. Et donc, on est toujours allé dans le plus de sophistication dans le type de données. Je pense que la donnée qui a le plus d'impact sur notre santé, notamment santé métabolique, c'est la glycémie. Ouais. Donc, il y a des tentatives en effet, par potentiellement la sueur pour qu'elle soit intégrée sur des produits plus grand usage. Mais figure-toi qu'à Boston, j'étais à Boston il y a 2 semaines et je suis allé voir un démodé et il y a une startup qui expliquait qu'ils avaient. Démodé, Demo Day, un jour de démonstration, pas quelqu'un qui est démodé. Non, exactement, pas Ouais, quelqu'un ouais, qui ok. est démodé. Justement, c'est l'inverse des trucs démodés, c'est les trucs avant qu'elles soient à la mode. Ouais. Et en fait, c'est une startup qui a développé une intelligence artificielle pour mesurer votre glycémie, écoutez bien, par la voix. Waouh. Et Ah donc, en ouais. fait, ça, Ça typiquement, c'est marche? c'est hyper intéressant. Bah, il y a des études cliniques apparemment qui le prouvent. Donc, en fait, ils ont entraîné une intelligence artificielle avec des données de voix et les données de glycémie de ces mêmes personnes. Et en effet, maintenant, apparemment, l'intelligence artificielle peut trouver une corrélation, alors qui est inaudible pour une oreille humaine, Ouais, bien mais sûr. l'intelligence artificielle le trouve. Et ça qui est extrêmement fascinant avec l'intelligence artificielle, c'est que on avait déjà des intelligences artificielles qui faisaient des choses que les humains font, mais en mieux. Donc, typiquement, c'est l'exemple qu'on connaît bien sur les radios. Une intelligence artificielle peut détecter une tumeur plus rapidement et de manière plus précise qu'un radiologue, même avec 20 ans d'expérience. Mhm. Mais maintenant, on arrive avec des intelligences artificielles qui font des choses que les humains ne pourraient jamais faire en fait eux-mêmes, quoi. Donc, comme là, potentiellement la glycémie avec la voix. Euh, donc, oui, moi je trouve que ça ouvre un univers de possibilités extrêmement intéressant. On pourrait imaginer des petits robots, peut-être les Miroca d'Infinity Tools qui passent dans les hôpitaux pour juste avec les caméras, les capteurs, faire une mesure de, du rythme cardiaque, Ouais. etc. Moi, Ou simplement dans le smartphone, quand on parle, ouais, alors voilà, typiquement, en un effet, moi contrôle permanent. j'ai déjà testé et ça marche. Il y a des solutions pour mesurer, faire un bilan un peu de plusieurs capteurs, enfin plusieurs biomarqueurs par un simple selfie vidéo. Donc il y a une startup Mmh. en Israël qui s'appelle Bina.ai et il y a une startup française aussi qui s'appelle iVirtual qui fait ça. Donc avec un simple selfie vidéo de 30 secondes, ça peut mesurer votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire. Donc ça voit les petits mouvements de vos narines, mais aussi potentiellement la tension. Donc moi, je l'ai testé en direct avec mon Apple Watch pour le Mmh. rythme cardiaque et je connaissais ma tension, etc. Et ça marchait quoi. Et pareil, ils prétendaient aussi, en tout cas Bina.ai, aussi évaluer un niveau de glucose aussi par le selfie vidéo. Donc eux, ils expliquaient que c'était potentiellement avec la lecture des petits vaisseaux sanguins qu'on a dans le visage. Euh, donc, et avec simplement 8% de marge d'erreur par rapport à, en effet, une prise de sang ou un patch de glycémie. Donc, on arrive en effet sur des solutions d'intelligence artificielle qui pourraient démocratiser beaucoup plus un bilan santé. Donc là, l'idée, en effet, c'est pas de remplacer le médecin, c'est plutôt que la plupart des gens ne voient pas un médecin parfois pendant des années, ou au moins pendant un an. Donc là, l'idée, ce serait plutôt d'avoir un petit bilan avec un simple selfie vidéo de 30 secondes régulièrement. Et s'il y a un paramètre qui passe dans le rouge, là, d'aller voir le médecin. Bien sûr. Mmh. Ouais, et en termes de produits d'appareils, connectés, on parle beaucoup des montres évidemment, de la bague, dont tu parlais tout à l'heure. Les lunettes, ça te paraît un équipement intéressant? Pour moi, je porte du coup, j'ai porté depuis 3 ans les lunettes intelligentes. Donc d'abord les Ray-Ban Stories et maintenant les Meta Glasses. Euh, et pour moi, en effet, ce sera le prochain device, le prochain appareil de masse après le smartphone. Euh, les lunettes intelligentes de Meta, pour moi, c'est le premier appareil d'intelligence artificielle multimodale
disponibles en masse. Donc moi, en effet, dans mes lunettes intelligentes, pour ceux qui nous écoutent, donc j'ai les caméras, j'ai les micros, j'ai les petites enceintes et donc en fait, je peux interagir avec mon environnement. Typiquement, si je vais courir à San Francisco, je peux regarder au loin un pont, et demander à Meta, comment s'appelle ce pont. Il y a une petite photo qui est prise, l'intelligence artificielle va Alors à San reconnaître. Francisco, j'ai une petite idée, hein, Ah ben non, mais du typiquement pont. si tu arrives et que je regarde le Bay Bridge et que c'est pas le Ah ouais, Bay Bridge et ben, du coup, tu vois? Mais c'est pas le Golden Gate. non, mais tu peux moi, je l'ai testé, par exemple, en regardant un arbre, des fleurs, un chien, demander quelle espèce c'est. Moi, typiquement, voilà, avant d'aller et quand je vais courir, justement, je ne regarde plus mon smartphone parce que j'ai mes messages qui sont lus aussi dans les branches et cetera. Moi, j'ai la conviction que c'est, le grand appareil qui va être distribué en masse et a fortiori que c'est un appareil que les gens ont l'habitude de porter et qui est à l'endroit parfait pour mesurer, enfin, donc pour capter, ben, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on dit. Donc, en termes de form factor, c'est déjà un peu parfait. Et en plus, maintenant, on peut avoir de l'intelligence artificielle par-dessus. Moi, je suis allé à Berlin et voilà, je pouvais lire des menus qui étaient en allemand. Je regardais le menu, je disais, ben, traduis-moi le menu. Ça me traduisait le menu dans les branches, voilà, sans avoir sortir mon iPhone, etc. Donc, ça marche assez bien. Donc, moi, Génial. ma conviction, c'est en quelques années, il y aura au moins un tiers des gens qui qui auront des lunettes intelligentes. Donc, moi, je suis assez convaincu. Et a fortiori que dans les branches, et ça, j'ai découvert une startup à Paris qui a potentiellement arrivé une technologie comme ça, une technologie qui pourrait mesurer les ondes cérébrales. Ouais. Et en fait, du coup, tu pourrais les intégrer dans des lunettes intelligentes, tu vois, et donc mesurer plein de choses. Et typiquement, les ondes cérébrales, en fait, elles ont nos signatures biométriques. Donc, par exemple, tu pourrais avoir déjà un cas de cybersécurité où tu pourrais ouvrir ton téléphone ou ton ordinateur uniquement avec non seulement tes ondes cérébrales à toi, mais même, par exemple, des ondes cérébrales quand tu penses à trois mots, je sais pas, table, micro et tour Eiffel. Et du coup, tu vois, de vraiment, débloquer et ça, c'est un déchiffrable pour un hacker. Ah, une Mais sorte de password mental, quoi. exactement et tu pourrais, il y a même, par exemple, une signature dans, je crois c'est, la schizophrénie, voilà. En fait, tu pourrais, mettre tes lunettes et en fait, juste en 30 secondes, ça lit tes ondes cérébrales et pour te dire si en effet tu es à risque, de schizophrénie ou non. Mais on peut le développer sur plein de maladies. Ça peut mesurer ton intensité de douleur ou de plaisir, tu vois? Donc, là pareil, tu peux avoir plein de cas au niveau du marketing, c'est que tu te balades dans la rue, tu vois, un objet connecté qui te plaît. Ah, Jérôme, ça te plaît? Si tu veux, tu as moins 20% si tu rentres dans le magasin. Donc, tu peux avoir plein d'usages comme ça qui pourraient être développés justement avec les ondes cérébrales. Ouais. Peut-être une autre métrique qu'on pourrait avoir et qui pourrait être assez intuitivement placé dans les branches de lunettes, quoi. Ouais. Arnaud, tu te définis comme un biohacker, mais tu pas peur, toi, de te faire toi-même hacker un jour ou l'autre? Je veux dire, que voilà, qu'il y ait une intrusion qui vienne modifier tes données, avec, pour te des conséquences qu'on peut pas imaginer. Enfin, je veux dire, on te fait croire que tu as une maladie alors que tu ne l'as pas, et cetera. Oui, la peur n'évite pas de danger, mais justement, je regarde aussi des solutions pour, en termes de cybersécurité, pour, sécuriser, tout ça. Mais, en effet, heu, il y a notamment une peur des personnes de ne pas partager leurs données de santé pour peur qu'elles soient hackées. Moi, honnêtement, je pense que qu'est-ce qu'un hacker pourrait faire avec mes données? Franchement, pas grand-chose. Par contre, des chercheurs qui pourraient utiliser mes données de santé, mes données génomiques et cetera, pour trouver, des protocoles, des remèdes, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances. Donc moi, je suis très heureux de donner toutes mes données, de santé à des fournisseurs, certifiés, encore une fois. Voilà, mais voilà, du coup, j'ai un autre rapport par rapport à la donnée. Moi, je suis plutôt en effet technophile, optimiste. Donc voilà, j'essaye de me prévenir contre les risques, mais de pas éviter de pas risquer de manquer les opportunités pour peur des risques.
Arnaud Auger, je le disais, tu vis donc à San Francisco et tu fréquentes de très près toutes les entreprises de tech, notamment en matière d'intelligence artificielle. Ça avance à toute vitesse dans ce secteur-là. On laisse un peu tomber la santé et la médecine pour parler d'IA générative. Sora de OpenAI vient d'être lancé. Google annonce Gemini 2.0. On sent en plus qu'il y a une compétition commerciale, économique très très forte, qui est sous-jacent. Quel regard tu portes sur cette course? C'est même pas une course de fond, c'est une espèce de sprint permanent. Comment tu vois ça? Ouais, c'est un sprint, énorme parce que en fait, tous les acteurs, ont compris, tous les acteurs de la tech, en tout cas, ont compris que l'intelligence artificielle, c'est pas une nouvelle vague technologique comme on a eu, la blockchain ou le métavers. C'est vraiment, une un changement révolutionnaire, une technologie ambiante. Hem, Denis Barrier, le PDG de KT Innovation, il dit souvent, c'est comme le passage à l'électricité. Et donc il dit souvent aussi, voilà, on va pas investir dans des entreprises de bougies, même si elles sont profitables. Il faut aller trouver les premiers créateurs d'ampoules. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment, transformatif. Ça va vraiment, décider des futurs leaders, en effet, des différents marchés. Donc c'est pour ça que, tous les géants de la tech, mettent le plein pot. Et justement, il y a des coûts, de calcul qui sont quand même extrêmement importants. Hem, Moi, j'ai un ami, chez Meta, je donnerai pas son nom, mais il me racontait que juste ses équipes à lui avaient plus de GPU, donc de capacité de calcul, pour l'intelligence artificielle, que toute l'armée française. Donc on parle pas de Meta, hein, on parle juste de ses équipes à lui, quoi. Heu, donc il y a des et voilà, depuis 10 ans, il y a plus d'investissements dans les startups de l'IA dans la région de San Francisco, seule, que dans toute l'Europe réunie. Donc il y a des différences qui fait que, voilà, c'est vraiment le renouveau de San Francisco et le fait que, la baie de San Francisco est vraiment, the place to be. Et donc voilà, si pendant le covid, il y en a qui sont partis, peut-être justement, à Miami, dans le Colorado, au Lake Tahoe, et ils reviennent tous à San Francisco parce que, voilà, c'est là où ça se passe. San Francisco, de loin, il y a eu plus de la moitié d'investissements dans l'IA sur les États-Unis l'année dernière. Enfin, Ouais, c'est ça reste le cœur du réacteur, quoi. c'est encore plus qu'avant. Je pense que c'est vraiment encore plus qu'avant parce qu'encore une fois, voilà, il y a vraiment, cette infrastructure de l'IA qui est indispensable. Et donc, voilà, il y a cette course effrénée, là-dessus, mais qui va potentiellement tout changer sur tous les secteurs, quoi. Mmh. Oui, qui va tout changer avec, beaucoup de choses, très positives, des nouveaux business avec, des sources d'enrichissement énormes et on sait à quel point, l'aspect, financier est très important dans la Silicon Valley. Mais, et ça c'est mon point de vue, mon regard français, hein, qui consiste à toujours voir, le verre à moitié vide. On imagine aussi déjà toutes les dérives, tous les problèmes que ça va poser, l'arrivée de Sora, cette IA qui permet de générer des vidéos de manière ultra réaliste, enfin des vidéos ultra réalistes. C'est un super outil, mais ça va être une super usine à fake news potentielle. Est-ce que ça, c'est des préoccupations qui sont présentes ou pas du tout dans la Silicon Valley aujourd'hui? Oui, en fait, la Silicon Valley a quand même appris de ses erreurs avec le Web 2. On a vu que tous les patrons de la tech sont quand même retrouvés devant le Congrès, devant le Sénat américain. Et qu'en effet, Mark Zuckerberg, il est obligé de dire, «Je suis désolé», mais c'est vrai que, heu, Facebook, avec plusieurs milliards d'utilisateurs et des milliards d'heures, passées, ça a pris une ampleur telle que personne ne pouvait l'anticiper. Il y a aucun, justement, anthropologue qui pouvait, anticiper ça. Pareil pour, les addictions, aux smartphones, et cetera. Et donc ils ont quand même conscience que, justement la fameuse devise initiale de Google, «Do not harm», pas faire de mal. Même s'ils veulent faire le bien, hein, ils peuvent faire le mal malgré eux. Eh oui, c'est ça le problème. Et Mmh. comme tu le disais aussi, voilà, si, c'est aussi tourné autour de retour sur investissement, financier. Toutes les plateformes, et ça, Alain Damasio le décrit bien aussi, hein, toutes les plateformes ont été, paramétrées pour l'addiction, pour passer le plus de temps possible. Moi, quand j'avais rencontré le CMO de Facebook, il y a 10 ans, il m'avait raconté ça. En effet, seule métrique qui l'importe, c'est le temps passé par les utilisateurs. Et donc, tout est paramétré autour de ça. Donc Ouais, ouais, mais enfin, on a diabolisé ça, c'est le modèle, économique de la télévision, depuis toujours, hein. exactement. Et puis tout le monde l'accepte. Exactement. Mais pour revenir sur ton point, en effet, ils ont conscience qu'il y a des risques. Et d'ailleurs, on le voit bien avec, Sam Altman. Il a une posture, quand on l'écoute en interview,
de quasi-philosophe. Là, il Mmh. parle lentement pour montrer qu'il est réfléchi. Et d'ailleurs, il a un discours qui est assez intéressant, c'est qu'il explique justement que l'intelligence artificielle a potentiellement autant de puissance que l'énergie atomique et qu'il faudrait une entité de régulation Mmh. comme celle de l'énergie atomique. Et donc, en disant ça, il dit plusieurs choses. Il dit, un, l'IA, entre guillemets, ma technologie est puissante. Heu, donc en effet, attirer aussi les intérêts et les investisseurs. 2, il dit: «Il faut une régulation» et quand on est dans une organisation comme OpenAI qui a levé des milliards, on peut avoir des équipes de conformité légale et cetera pour en effet, être en norme par rapport aux régulations. Mais ce qui pose du coup une barrière à l'entrée pour les autres startups qui vont arriver. Eh Parce que oui. s'il y a des coûts en millions, pour, juste, être conforme, ça va être, compliqué. Hem et donc voilà, il y a quand même cette, conscience-là. Il y a des organisations, en Silicon Valley, alors parfois créées aussi par des Français, comme, Everyone de .ai, avec notamment, Greg Renard, derrière, qui est aussi un personnage de Vallée du Silicium, qui avertit en Ouais. fait sur, les On a usages reçu déjà dans ce podcast ouais, également Grégory Renard, ouais. qui avertit sur les usages en effet et de l'intelligence artificielle pour les enfants et pour surtout avoir des guidelines pour, les développeurs sur, qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment le faire avec et tout ça appuyé sur des études. Mais il y a quand même une prise de conscience que clairement il n'y avait pas, il y a 10-15 ans en Silicon Valley. Donc, D'accord. en tout cas, une envie, d'être de et une conscience des risques et donc une envie de pouvoir les prévenir. Mais malgré tout, comme tu l'as dit, c'est une course et donc, c'est vrai que même si on voudrait parfois freiner et même Elon Musk avait, demandé en effet une pause, mais voilà, c'est dans les faits impossible parce qu'en C'est fait, impossible. si un acteur fait une pause pour mieux réfléchir, les autres ont pris de l'avance et après il faut le rattraper et c'est quand même, compliqué. Donc voilà, c'est course effrénée. Ils essayent de mettre des comités éthiques et cetera, mais voilà, c'est sûr qu'il y a des risques. Donc après, il y a peut-être des solutions. Justement, Yuval Noah Harari dans Nexus, il appelle à bannir les fake humans, donc les faux humains. Donc comme tu le dis, en effet, pour, interdire qu'il y ait un double numérique de Jérôme Colombin, pour éviter que des personnes croient qu'une autre émission, est faite par toi et dit des choses différentes de ce que tu Mais ça va arriver ça, de la copie, voilà, ne serait-ce que le clonage de voix et ouais, cetera, protéger sa voix va devenir un enjeu, voilà. je pense. Et après, ça, c'est une question que est-ce que tu aurais droit, toi, à ton double numérique pour justement, peut-être que faire cet entretien-là sans être présent et être, Ouais. sur la plage en Floride, Bon, je serais très déçu de pas pouvoir te parler directement, hein, cela c'est dit. ça. Mais pour d'autres tâches, oh que oui, un double numérique, évidemment, évidemment. Ouais. Donc voilà, il y Non, a des enjeux. ouais, c'est sûr, c'est vertigineux. Mais bon, donc on a un peu l'impression que c'est toujours quand même, la même logique, c'est on innove d'abord et on réfléchit après, quoi. Ouais, voilà et c'est vrai que moi, tu vois, hier, j'ai échangé avec une classe de 3e, avec une ancienne amie, professeure, de français, heu, dans un collège et qui avait lu le livre et qui a voulu que j'échange avec, sa classe. Hem et en fait, ils ont un thème cette année autour du progrès et moi-même, je leur ai dit: «En fait, toute invention technologique n'est pas forcément un progrès». Ça devient un progrès si justement il y a pas d'effet négatif, pour les humains et donc ça, c'est l'enjeu et je pense qu'il y a quand même une montée de conscience en Silicon Valley aussi là-dessus Mmh. que, bah, voilà et surtout qu'en fait, la seule peur, des géants de la tech, c'est la peur du démantèlement. Donc après, il y a une nouvelle administration qui arrive où, du coup, ils seront peut-être, à l'abri de ça un peu plus, qu'avant. Mais ils ont compris qu'aussi, voilà, s'ils faisaient trop de dégâts, pour la société, ben, ça peut leur revenir à la figure au niveau, de l'organisation et donc, voilà, il faut essayer au moins de faire des produits qui soient pas, trop malsains, quand même et ça, ils l'ont compris, quoi. Ouais, mais est-ce que le problème, c'est pas que chaque, produit a son côté positif et son côté négatif? Parce que si on doit interdire tout ce qui a des effets pervers, bah, à ce moment-là, on ferme les réseaux sociaux, et qui sont pourtant, u un outil, fantastique, par Ouais ailleurs. et puis encore une fois, c'est vrai que, ben, Elon Musk était un libertarien. Lui, c'est un chantre de la liberté d'expression et cetera. C'est une valeur, fondamentale, aux États-Unis. Donc comme tu dis, interdire, voilà, c'est pas forcément, la logique, donc voilà, c'est sûr, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est une époque, excitante et voilà, qu'il y aura plein de changements. Donc pour nous qui sommes,
passionné d'innovation numérique, on en découvre tous les jours et voilà, c'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup Arnaud Auger, directeur adjoint du C-Lab chez KT Innovation à San Francisco. Merci Jérôme.